Audrey a déjà fait un témoignage sur Internet, sur l'endométriose, sur une guérison. Comme elle doit faire sa conférence de fin de cycle, ou au moins un entraînement, on verra, elle va vous présenter sous forme de conférence. Voilà, elle va transformer un témoignage en conférence et puis faire partager son expérience sur une guérison d'endométriose. Voilà. Merci Jean-Brice. Donc je suis Audrey Conversé, étudiante en 3e année de naturopathie avec Jean-Brice et la formation Alsace Naturo. Et donc voilà, j'ai choisi de faire une conférence sur l'endométriose parce que du coup c'est une maladie que j'ai contractée, dont je souffrais, dont j'ai guéri. Voilà, et en fait le titre de ma conférence c'est endométriose, une maladie ancestrale, parce qu'il y a un côté paradoxal entre le fait qu'on connaît cette maladie depuis très longtemps, puisqu'on l'a décrite déjà dans le milieu médical à l'Antiquité, et que finalement au jour d'aujourd'hui ça reste encore une maladie pas très connue, donc c'est bien qu'on en parle aujourd'hui. Je suis contente de le faire. Donc l'endométriose c'est une maladie gynécologique qui est complexe, qui peut prendre différentes formes. C'est une maladie chronique inflammatoire, hormonodépendante. Elle est évolutive et invalidante. À ce jour, on ne connaît pas encore l'origine de cette maladie, ni son fonctionnement, et il n'existe toujours pas de traitement, ce qui fait d'elle une maladie incurable. Elle touche quand même plus d'une femme sur 10 en âge de procréer, ce qui représente 4 à 6 millions de femmes en France et 180 millions de femmes dans le monde. L'âge de l'apparition de l'endométriose, en moyenne, se situe entre la puberté et 35 ans. Le délai entre le début de la maladie et son diagnostic est très long, puisqu'on est sur une moyenne de 7 ans. Et c'est une maladie qui diminue logiquement et disparaît pas toujours après la ménopause. Donc voici le sommaire de cette conférence. Donc le rôle de l'endomètre, on en a parlé un petit peu hier, l'endomètre c'est la muqueuse qui va tapisser la paroi interne de l'utérus, ici. Elle est parfois appelée aussi dentelle utérine. Donc en fait, cet endomètre il va se modifier sous l'action de différentes hormones. Il y a 2 récepteurs sur l'endomètre, donc un spécifique au 17-bêta-œstradiol, une des 3 hormones oestrogènes, et l'autre récepteur pour la progestérone. Le but de l'endomètre et de ces modifications, ça va être d'accueillir un embryon et ensuite de le préparer, cet endomètre, à sa desquamation. Donc ici, on voit le cycle en fait menstruel et l'évolution de l'endomètre. Donc le cycle de la femme commence au premier jour des règles ici. Dans la première partie, donc les 14 premiers jours, on va être sous imprégnation d'œstrogène. L'endomètre va commencer à s'épaissir et continuer à se vasculariser et encore à s'épaissir un petit peu après sur les 14 jours suivants, la deuxième période, sous l'action de la progestérone. Maintenant, qu'est-ce que l'endométriose? Donc en fait, quand la muqueuse utérine va commencer à se desquamer, logiquement, elle doit être évacuée par l'utérus, mais là, on va avoir, dans le cas d'une endométriose, des fragments de cellules de l'endomètre qui vont migrer en dehors de l'utérus, donc elles vont remonter par les trompes et elles vont aller coloniser certains organes. Donc ici on en voit au niveau de l'intestin, sur l'ovaire, sur les trompes. Et donc en fait ces cellules elles vont continuer à être sous l'influence des hormones et comme l'endomètre elles vont chaque mois s'épaissir et saigner. Et donc elles vont créer des lésions parce qu'il va y avoir une réaction immunitaire du corps avec de l'inflammation et elles vont créer des lésions sur les organes colonisés. Donc il existe 3 formes d'endométriose souvent associées. Donc la première, péritonéale superficielle, l'endométriose ovarienne kystique, et puis la sous-péritonéale profonde. Donc là, c'est quand en fait les cellules vont aller au-delà du péritoine et coloniser d'autres muqueuses du corps humain. Donc on l'appelle sous-péritonéale profonde quand ça va au-delà de 5 mm du péritoine.
On parle aussi d'adénomiose, là c'est quand l'endométriose est interne à l'utérus. Donc comme je le disais, l'endométriose peut atteindre chaque muqueuse du corps. Le plus souvent, elle va être présente au niveau des ovaires, des trompes, des ligaments utérosacrés, de la paroi externe de l'utérus, du vagin, mais elle va pouvoir s'étendre aussi à d'autres sphères comme la sphère intestinale, respiratoire, urinaire, la colonne vertébrale, la peau, les muscles, les nerfs, la sphère cérébrale, les yeux, la paroi nasale. Donc ça c'est plus rarement, mais on a retrouvé des cellules endométriosiques jusqu'au niveau du cerveau. 3 types de lésions. Les lésions nodulaires superficielles, donc à la surface du péritoine, les kystes ovariens, les nodules plus profonds et les adhérences également. Donc les adhérences, en fait, donc ça va être au niveau de la réaction du phénomène inflammatoire. Il va y avoir cicatrisation à un moment donné et donc en fait le principe c'est que les adhérences vont faire que certains organes se collent les uns aux autres et il va y avoir en fait une perte de mobilité et donc des douleurs. Les symptômes et les diagnostics. Donc ils sont multiples les symptômes, ils sont liés évidemment à la localisation de la maladie. Ils vont être chroniques, périodiques ou parfois totalement absents dans les formes asymptomatiques de la maladie. Leur intensité n'est pas révélatrice de la gravité des lésions. Il peut y avoir des toutes petites lésions qui vont produire des symptômes, vous allez voir, assez comme la douleur, qui est le principal symptôme de l'endométriose, mais qui n'est pas systématique. Elle va toucher 50 à 91% des femmes selon les études. Donc elle va se manifester lors des règles, par des règles douloureuses. Ça peut être des douleurs pendant les rapports sexuels, ça peut être une défécation douloureuse, des difficultés pour uriner, des douleurs au niveau des lombaires, des douleurs abdominales, de la cruralgie, tout un panel. Pour les médecins, la douleur serait un symptôme de l'endométriose si elle est cyclique et revient avec les règles, si elle résiste à un simple antalgique type paracétamol et si elle empêche la femme de mener à bien ses activités quotidiennes. Et après, il y a un phénomène aussi qui est à savoir, c'est que par rapport à la douleur, les nerfs abîmés qui envoient continuellement au cerveau ce message de douleur la douleur va être mémorisée en fait, parce que le cerveau va développer une hypersensibilité qui augmente cette information douloureuse et qui va la rendre parfois toujours présente, même après avoir supprimé les lésions existantes. Donc ça s'appelle la potentialisation à long terme. Donc la douleur, elle peut être évidemment invalidante, elle peut nécessiter le recours à des antalgiques puissants, même morphiniques. Elle est ponctuelle ou continue en fonction de la localisation des lésions et des adhérences. Elle peut être plus aiguë, elle va être plus aiguë au moment de l'ovulation et des règles. Et les conséquences, donc, ça va être une incapacité à mener une vie normale, professionnelle, familiale et intime, une incapacité à faire des efforts physiques ou tout simplement à se tenir debout ou à marcher. Ça peut aller jusqu'à des pertes de connaissance ou des vomissements. Et en fait, cette douleur, elle est trop souvent considérée comme normale pendant les règles. C'est une idée reçue, en fait, qui est responsable aussi du retard du diagnostic. Avoir des règles douloureuses, on vous dit souvent que c'est normal. En deuxième symptôme, il y a l'infertilité, parce que il faut savoir que c'est la première cause, l'endométriose, d'infertilité chez les femmes. Elle touche 30 à 50% des femmes atteintes. Et parfois elles découvrent la maladie parce qu'elles ont fait des examens pour comprendre pourquoi elles n'arrivaient pas à tomber enceinte. C'est comme ça qu'elles vont découvrir la maladie. Donc il faut savoir que l'endométriose, évidemment, ne crée pas un environnement favorable à la grossesse et les médecins vont encourager les femmes qui sont atteintes à avoir une première grossesse le plus rapidement possible. Par contre, la grossesse, elle entraîne une mise en sommeil des lésions, mais évidemment, elle ne guérit pas. Cependant, les femmes qui tombent enceintes, elles ont 2 fois moins de chances de récidiver par la suite.
Donc peut-être qu'il y a une résolution de conflit quelque part, on en reparlera tout à l'heure. En troisième symptôme, les troubles digestifs, ils sont typiques dans le cas d'une endométriose digestive où lorsque l'endométriose se situe à proximité du rectum, comme c'est souvent le cas, l'atteinte sur les ligaments utérosacrés, voilà, c'est un symptôme qu'on peut avoir assez fréquemment, ces douleurs digestives. On peut avoir des troubles urinaires aussi lorsque l'endométriose se développe au niveau de la vessie, on parle d'endométriose vésicale. Les symptômes vont rappeler ceux de l'infection urinaire. On va parler aussi d'endométriose urétérale qui englobe ou étrangle les uretères. Donc le risque là, c'est que la lumière des uretères soit rétrécie et que les urines s'accumulent en amont en entraînant une hyperpression dans le rein et son atrophie. Un autre symptôme classique aussi, ça va être la fatigue chronique qui peut être provoquée par les autres symptômes de la maladie, les traitements, leurs effets secondaires, la valse des hormones, la convalescence des chirurgies. À cette fatigue peut s'ajouter l'incompréhension de l'entourage qui peut conduire à l'isolement, à un retrait de la vie sociale. Alors, comment diagnostiquer cette endométriose ? Donc, en fait, le diagnostic, il est complexe parce que la maladie revêt des formes variées. Certaines lésions peuvent passer inaperçues aux examens. La douleur pendant les règles est encore trop souvent considérée comme normale. La prise de la pilule peut aussi masquer les symptômes de la maladie. Et donc depuis 1980, il existe un biomarqueur, le CA125, qui est un marqueur ovarien, mais qui n'est pas suffisamment fiable. Voilà, donc on va parler un petit peu de l'histoire de l'endométriose, de l'Antiquité à nos jours. Je pense que c'est intéressant d'en parler parce qu'il va y avoir la notion de tabou. On va comprendre aussi un petit peu pourquoi cette maladie est peu connue encore aujourd'hui. Donc elle était déjà connue à l'Antiquité, connue des Égyptiens dès 1855 avant Jésus-Christ. Elle est décrite dans le corpus hippocratique et Platon lui-même parlait de l'extrême douleur de certaines femmes. Donc on décrit déjà les symptômes de violentes contraction utérine, de l'inflammation, un état syncopal ou convulsif. Alors ces crises sont qualifiées d'hystérie. En fait, hystérie, c'est le terme grec pour désigner utérus. Et ça va aussi prêter un petit peu à confusion ce terme. Vous allez voir pourquoi. Les traitements de l'époque sont à base de plantes ou d'origine animale pour les actions anti-œstrogéniques. Au IIe siècle, Gallienne a imposé un petit peu, à développer avec autorité les troubles psychiques, le lien entre les troubles psychiques et l'eau d'origine utérine. En fait, c'était considéré, la femme qui se plaignait de ces douleurs, de cette maladie, pouvait être considérée comme hystérique à l'époque, et on n'allait pas forcément la soigner. Voilà, ça pouvait être considéré comme un trouble vraiment psychique. Elle pouvait être accusée de sorcellerie. Le Moyen-Âge, c'est une période de stagnation, même de recul, pour la médecine en général, parce que c'est un peu la période taboue par rapport au corps. Et encore une fois, l'endométriose va être associée à l'hystérie, une possession démoniaque. Et donc Avicenne, un médecin arabe, va redéfinir quand même au Moyen-Âge la douleur comme clairement biologique. À la Renaissance, il va y avoir la réintroduction de l'autopsie au sein du cursus médical qui va être utile pour la compréhension de l'endométriose. Au XVIIe siècle, retour un petit peu en arrière, les troubles gynécologiques vont à nouveau de plus en plus être définis comme de nature psychologique. Et en fait, il y a pu avoir aussi une interprétation des textes bibliques avec les douleurs promises par Dieu par rapport à la grossesse et l'accouchement qui s'est étendue aussi aux douleurs des règles. Donc c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, ces parties de là, c'est considéré comme quelque chose de normal que la femme doit endurer.
Au XVIIIe siècle, donc William Cullen affirme encore une connotation morale péjorative avec l'origine psychoneurologique de cette maladie. Mais quelque part, quand on s'intéresse aussi après au décodage biologique, on peut aussi comprendre que cette maladie peut partir aussi du cerveau. On va le voir tout à l'heure. En 1769, Arthur Duff publie un travail sur l'inflammation utérine, donc l'endométrite, qui est une autre maladie, et c'est aussi un petit peu un recul parce que c'est une description semblable avec l'endométriose, donc on va confondre un petit peu les deux maladies. Au XIXe siècle, donc, il y a la première ovarectomie qui est effectuée, première hystérectomie vaginale en 1815, et à cette période, c'est l'émergence de l'anatomie pathologique qui permet donc la reconnaissance des lésions, le diagnostic, ce qui révolutionne l'approche de l'endométriose. En 1948, Bernus décrit pour la première fois la présence de sang et de grosseur dans le péritoine et on établit les 3 critères majeurs de la maladie, la connexion aux règles, les douleurs et les nodules fluctuants dans le cycle. Rokitansky découvre l'endométriose en microscopie en 1860. Donc à l'époque, sur le plan thérapeutique, sur la première moitié du 19e siècle, on pratiquait donc des douches chaudes, l'application de sangsues sur le col utérin, des saignées, on donnait de la morphine, de la marijuana ou d'autres décoctions pour les douleurs. On pratiquait le repositionnement de l'utérus, c'était extrêmement douloureux aussi. Et il y avait également application d'électricité sur les lésions ou carrément les chocs électriques pour celles qu'on considérait hystériques. Après 1850, c'est l'introduction de l'anesthésie. Donc là, il va y avoir un développement des techniques chirurgicales qui vont permettre de pratiquer des ponctions transvaginales, de l'hystérectomie totale, mais à l'époque, ça engendrait un taux de mortalité de 70%, puis l'hystérectomie vaginale, où là, le taux de mortalité a chuté de 2 à 15%. Du XXe siècle à nos jours, donc en 1903, il y a une publication de 22 cas d'endométriose par Thomas Cullen qui décrit l'envahissement des nerfs pelviens, l'importance des douleurs, la possibilité d'une destruction rénale et reconnaît que l'hystérectomie ne garantit pas la guérison. En 1927, John Sanson, considéré comme le père de l'endométriose, propose le terme endométriose pour la première fois, voilà, en 1927. Dans les années 30-40, on décrit toutes les localisations potentielles de la maladie. En 1957, c'est le développement de la contraception hormonale qu'on va du coup indiquer en traitement de la maladie. Et dans les années 70, par contre, encore 70% des cas n'étaient pas détectés. Voilà, donc on l'appelle la maladie taboue. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Endométriose, la maladie taboue, qui a été écrit par Marianne Mormina, qui fait partie d'une association de malades de l'endométriose, et c'est vraiment par leurs actions à ces associations-là qu'aujourd'hui on parle un peu plus de la maladie, qu'on connaît un peu plus cette maladie, et voilà, on veut la faire sortir du tabou qu'il y a eu pendant toute l'histoire en fait, d'avoir cette maladie. Alors, est-ce que j'ai le temps de lire un petit extrait qui raconte le parcours d'une jeune femme atteinte par la maladie ? Donc, retraçons concrètement le parcours typique d'une femme souffrant d'endométriose. Appelons-la Lily si vous voulez bien. Un beau jour, naît Lily, toute fraîche dans sa jolie rose. Son enfance se déroule tranquillement, sans que rien de particulier se passe. Elle entend parler des problèmes de femmes. Avec un peu de chance, elle apprend et comprend qu'un jour, elle aura ses règles et que ce ne sera pas une partie de plaisir. Mais rien de bien grave non plus. À l'adolescence, Lily est comme toutes ses copines, elle guette ce fameux moment où elle va enfin découvrir un peu de rouge au fond de sa culotte et ainsi pouvoir annoncer fièrement que désormais, elle est une femme. Certaines de ses amies sont déjà réglées et ça semble une expérience incroyable. Elle traîne dans les rayons d'hygiène féminine en se demandant quelle marque elle choisira, sans savoir que d'ici quelques années, ce n'est pas le packaging le plus girly qui la guidera dans son choix d'une serviette hygiénique, mais bien les capacités d'absorption et la douceur de celle-ci. Et puis nous y voilà, le grand jour est enfin arrivé. Lily a ses règles.
Elle hésite entre soulagement, fierté et appréhension, parce qu'elle comprend bien que quelque chose se joue là dans ses toilettes, par ces quelques gouttes rouges, mais plus jamais de sa vie, plus jamais sa vie ne sera la même. Elle est une femme maintenant. Les premiers temps ne se passent pas si mal, les cycles se mettent en place. Quand même, ça fait un peu mal, maman, d'avoir ses règles. Oui, ma fille, c'est vrai. Le temps passe. Quand même, maman, ça fait vraiment mal d'avoir ses règles. Oui, ma fille, c'est vrai. Mais le médecin te l'a bien dit l'autre jour, c'est normal, Lily, c'est comme ça. Mais un jour, Lily a vraiment trop mal. Tellement mal qu'elle vomit, s'évanouit en plein cours au lycée. L'infirmière scolaire la récupère, appelle ses parents, le médecin ne s'inquiète pas plus que ça, c'est normal, fréquent même, une jeune fille qui tourne de l'œil à cause de ses règles. On va lui donner un antidouleur plus fort et puis elle va commencer à prendre la pilule, ça aide bien. Lily est heureuse, prendre la pilule, c'est bien, la preuve qu'elle est grande. Et puis, ça va contribuer à soigner son acné et peut-être aussi avoir un peu plus de poitrine. Les années passent, Lily jongle entre les antidouleurs, la pilule, les serviettes, les tampons, les allers-retours aux urgences aussi, parce que vraiment, ça fait mal les règles. Un jour, Lily rencontre celui qui deviendra sa première fois. Elle ne sait pas que faire l'amour, ça voulait dire aussi avoir mal. Même après, quand c'est fini, même au bout de plusieurs fois. Les années passent encore. Lily a beau expliquer, insister, changer de médecin, de gynécologue, personne ne comprend qu'elle a vraiment mal, à part peut-être ses parents, sa sœur ou sa meilleure amie. La réponse est toujours la même, c'est normal. Il faut prendre un peu sur vous, mademoiselle. Et puis un jour, à la faveur d'une nouvelle crise, elle rencontre un nouveau médecin qui va lui dire non, ce n'est pas normal, ce n'est pas dans votre tête. On va alors chercher, on va trouver. Lily a 23 ans et pour la première fois depuis 10 ans, quelqu'un l'entend, comprend et veut trouver une solution. La première opération a lieu, le verdict tombe, vous avez une endométriose, mais rassurez-vous, ce n'est pas très grave. Avec un peu de chance, vous n'en entendrez plus parler. Il faut croire que Lily n'a pas de chance parce qu'elle va encore en entendre parler. Dans les mois qui vont suivre, la douleur va réapparaître, plus forte, plus présente, dans le dos, dans le ventre, dans les jambes, et même plus haut, vers l'estomac ou sous les épaules. Elle aura mal aussi en dehors de ses règles et elle sera de plus en plus fatiguée. Malgré les injections qu'elle reçoit tous les mois qui lui font prendre de plus en plus de poids, Lily devra être réopérée à plusieurs reprises. Elle commence à être un peu trop souvent absente de son travail, alors son patron lui annonce un bon matin qu'il l'apprécie beaucoup, qu'elle est compétente et efficace, mais qu'il ne peut plus continuer comme ça, elle est renvoyée. Comme elle est effectivement douée dans son travail, elle décrochera un autre job, sauf qu'elle ne tiendra pas les 3 mois d'essai sans être arrêtée, elle souffre tant. Parfois, elle n'arrive même pas à se lever tellement les douleurs la plient en deux. Comment aller travailler ? Rester assise ou debout à marcher toute une journée, alors que même couchée ou sous dérivés morphiniques, elle a si mal. Alors, elle va voir son médecin qui la connaît bien et lui fait un arrêt maladie, un de plus, un de trop pour l'employeur. Pendant ce temps, elle se débat avec son couple, avec un homme qui peut-être ne comprend pas et se lasse de cette femme toujours fatiguée, tout le temps shootée par ses médicaments, qui ne veut jamais sortir, qui n'a jamais envie de faire l'amour ou quand elle le fait, se plaint ensuite d'avoir mal. Une femme qui ne pourra peut-être pas lui donner d'enfant, qui à cause des traitements hormonaux grossit, maigrit, peut s'énerver, pleurer là où elle aurait simplement levé les yeux au ciel ou même ri, et qui consomme beaucoup de médicaments, de plus en plus forts. Ses amis se détachent de cette femme qui ne sort plus, annule au dernier moment ou quand elle vient semble éteinte, fatiguée, absente. Elle se débat avec les médecins qui ne la croient pas toujours, avec les administrations qui ne veulent pas entendre que l'endométriose est une pathologie lourde et invalidante et qui lui répondent invariablement que sa prise en charge est rejetée. Elle la laisse se débrouiller seule pour son quotidien avec tous les problèmes financiers qu'entraînent les arrêts maladie à répétition. Comment vivre tranquillement quand on touche la moitié de son salaire, etc. Avoir une endométriose en 2015 en France, cela signifie devoir prouver en permanence et à tous qu'on est effectivement malade. Aux médecins qui nous suivent, aux administrations qui valident ou non son dossier, à nos amis, notre famille, nos conjoints aussi parfois, et à soi-même. Donc aujourd'hui, malheureusement, la compréhension de la maladie reste encore un mystère. Il y a différentes hypothèses qui ont été émises par rapport aux causes et aux facteurs de cette maladie, mais jusqu'à présent, rien de probant. Les principaux traitements de l'endométriose sont le traitement œstroprogestatif, la cure en deuxième temps de ménopause artificielle et la chirurgie. Donc le traitement hormonal en première intention, donc le but étant de stopper les règles et les douleurs. Alors le principe, c'est le maintien artificiel des taux de progestérone et d'œstrogène qui va mettre l'organisme dans un état comparable à celui de la grossesse. Donc les inconvénients, évidemment, c'est que ça empêche la grossesse, si on a envie de procréer. Les effets, il va y avoir des effets secondaires et des risques thromboemboliques.
Dans un deuxième temps, la cure de ménopause artificielle va être proposée, donc avec une injection d'analogue à la GnRH. Les effets secondaires de ces analogues, donc il va y avoir une diminution de la densité minérale osseuse avec un risque d'ostéoporose au-delà de 12 mois de traitement. Et puis donc les maux de tête, les troubles d'humeur, modification du volume des seins, ça c'est pas forcément, mais sécheresse vaginale également, bouffée de chaleur, sudation excessive. Donc les conclusions, c'est qu'au vu de ces effets secondaires, voilà, et de ces options thérapeutiques, en fait, on travaille encore sur d'autres stratégies futures qui seraient basées davantage donc, sur les propriétés anti-hormonales, anti-angiogéniques et immunomodulatrices. En troisième recours, voilà, on a la chirurgie. Donc elle va consister à retirer les kystes, les adhérences, les lésions, mais elle n'empêche pas la récidive. Bon, en naturo, quand même, qu'est-ce qu'on propose? Voilà. Donc vu que c'est une maladie inflammatoire hormonodépendante, elle peut s'aggraver cette maladie aussi par rapport aux toxines environnementales, les perturbateurs endocriniens. Donc au niveau de la naturo, la stratégie, ça va être de soutenir la réponse immunitaire, de favoriser la désintox et d'équilibrer le système hormonal. Donc voici un exemple, une liste non exhaustive par rapport à un régime anti-inflammatoire qu'on peut proposer. Donc en premier lieu, on va supprimer les produits laitiers, les sucres, la caféine, l'alcool, le sel. Ensuite, on va conseiller de consommer des légumes frais, en particulier les crucifères, donc les choux, des petits fruits type B pour leur teneur en polyphénol, parce qu'elles ont des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Les oméga 3, le curcuma, le gingembre, le cassis, la clamate, une algue bleue. En phytothérapie, donc la première plante, ça va être l'achillée millefeuille, qui est décongestionnante, cicatrisante, tonique et sédative. Et puis on va aussi proposer en infusion, décoction ou teinture l'alchémile, le gâtillier, la salspareille, l'ortie blanche. On va également soutenir le foie qui va être surchargé en oestrogène. Il a un rôle important pour l'élimination des oestrogènes qui sont en excès. Donc on va retrouver les régénératives hépatiques, Desmodium, Chrysanthellum, Chardon-Marie, et les drainantes hépatiques, artichaut, gentiane, radis noir, fumeterre, bol d'eau, chicorée, curcuma, pissenlit, romarin. Voilà, on peut conseiller aussi des plantes spécifiques pour calmer le système nerveux, parce que vous l'avez compris, quoi, la femme par rapport aux hormones, aux douleurs, voilà, va être aussi sur des tensions nerveuses. Donc là, on peut conseiller l'avoine en teinture mère, et la passiflore, la lavande, la valériane, qui sont des plantes sédatives, antidépressives et rééquilibrantes du système nerveux. Au niveau de l'exercice physique, ça va être très important. La pratique du sport, du yoga ou une autre activité physique va avoir plusieurs intérêts, dont stimuler les émonctoires pour améliorer l'élimination des toxines. Il va y avoir un intérêt aussi pour retrouver de la souplesse au niveau des organes par rapport aux atteintes des adhérences. Ça va permettre d'améliorer aussi la densité osseuse. D'évacuer le stress, faire baisser le niveau de cortisol qui est en relation étroite avec le ressenti de la douleur, et il va permettre de se réconcilier avec son corps aussi. On proposera aussi en technique de naturopathie l'hydrothérapie avec des saunas, des hammams, toujours pour un souci d'élimination de toxines. Et en homéopathie, on va proposer l'Actaea racemona pour calmer les douleurs, propriété anti-inflammatoire et régulatrice d'hormones, et également le thuya ou la scie, défense immunitaire. En aromathérapie, deux huiles essentielles principales, l'estragon et puis le lentisque pistachier. Et des gélules à faire préparer en pharmacie, où on va retrouver l'estragon, l'anis vert, le cyprès vert, la sauge officinale.
Les soins complémentaires, donc l'ostéopathie, l'ostéopathe il va pouvoir apporter un peu de solution par rapport à la douleur, parce qu'il va redonner aussi, il va travailler sur les adhérences, il va redonner de la souplesse aux organes. L'auto-hypnose, c'est une technique aussi très intéressante pour agir sur la douleur, pour gérer sa douleur. Donc j'explique pas les principes de l'auto-hypnose, j'avais prévu de le faire, mais ça risque d'être un peu juste. Et la sophrologie qui agit aussi sur les douleurs, le stress, les émotions négatives et par rapport à son rapport au corps. Alors voilà, ce qui est important aussi, un travail qui est important et moi qui m'a permis de guérir, c'est de comprendre l'origine psycho-émotionnelle de la maladie. Donc aujourd'hui, on ne peut plus ignorer qu'il y a une relation entre le cerveau, le ressenti et les organes. Il y a plusieurs études scientifiques qui le prouvent et il faut comprendre que la maladie n'est pas un dérèglement. Il faut savoir que chaque choc émotionnel produit une empreinte spécifique à un endroit du cerveau. Quand toute personne qui subit un surstress, de surcroît dans l'isolement, en pensant qu'elle n'a pas de solution, donc c'est ce que j'essayais d'expliquer sur le schéma, va basculer en mode survie. Et le cerveau va mettre en place une solution biologique afin que nous puissions continuer à vivre dans ce mode survie. Pour déclencher une maladie, il faut deux conflits. Un conflit déclenchant et un conflit programmant. Le programmant, il correspond à ce qu'on a pu vivre dans notre généalogie et qui nous a été les peurs qui ont pu nous être transmises ou les conflits. Il faut savoir qu'on est avec un programme lié à notre histoire familiale. Donc le principe, comment établir les liens entre le conflit et la maladie. Donc premièrement, il faut connaître l'organe et faire un rapprochement entre la fonction de l'organe et ce que je vis dans ma vie et utiliser les symptômes comme miroir des émotions enfuies. Donc par rapport à l'endométriose, l'organe c'est l'utérus, c'est le système donc reproducteur. Sa fonction, on l'a vu, c'est l'anidation. Les symptômes, on a des douleurs et de l'inflammation. L'analogie, ça va être la relation entre l'utérus et le foyer, l'endomètre et les peurs de nidation. Le conflit de l'endométriose, ça va être de préférer la nidation à l'extérieur du foyer. Donc ça peut concerner aussi la vie sentimentale et familiale. Vous allez mieux comprendre quand je vais vous expliquer vraiment mon conflit. Donc là, il y a aussi des pistes. Donc on va se poser certaines questions par rapport à ce message que veut nous donner l'endométriose. Se pourrait-il que j'ai une peur de mettre au monde l'enfant dans ce foyer ou ce monde ? Pourrais-je être porteuse de croyances négatives me concernant en tant que mère ou mon rôle de mère ? Mon inconscient me pousse à croire que l'on ne puisse pas accueillir l'enfant dans ce foyer ou ce monde. Se pourrait-il que j'ai peur de devoir laisser mon enfant à l'extérieur, souvent et ou longtemps ? Donc ça, ce sont des pistes. Ce livre aussi de Claudia Rainville, qui est spécialiste de l'intervention psychosomatique, peut nous aider à comprendre aussi les conflits qui sont associés aux maladies. Elle donne des pistes intéressantes. Donc le principe, c'est des questions qui conduisent la personne qui consulte à se les poser par elle-même. Que vivait-elle avant l'apparition de ce symptôme ? Qu'a-t-elle ressenti lorsqu'elle a été remerciée, lorsqu'elle a découvert que, lorsqu'on lui a annoncé que ? Et donc, quand on regarde à endométriose, dans le livre de Claudia Rainville, donc cette affection peut être associée à la crainte de la venue d'un enfant. Certaines personnes ont peur qu'un enfant prenne leur place et brise l'harmonie de leur couple. D'autres craignent d'amener un enfant dans un monde qu'elles n'ont pas accepté elles-mêmes. Donc moi, c'était ça mon conflit. Clairement, quand j'ai lu là ces quelques mots, je me suis retrouvée complètement dans mon conflit. C'était vraiment ça. J'étais pas prête à amener un enfant dans le monde dans lequel je vivais. Donc en fait, mes règles étaient douloureuses depuis l'âge de 12 ans. Mon conflit programmant, donc j'ai une grand-mère qui a perdu 2 de ses enfants, un à l'âge adulte sur la route et l'autre quand il était encore bébé.
Et moi, donc en 2016, mes règles ont commencé à devenir de plus en plus douloureuses, voire insupportables. Comme je disais, voilà, les antalgiques ne faisaient plus effet, j'avais du mal à marcher. J'avais mal avant, pendant, après mes règles, donc voilà, ça m'a amené évidemment à consulter. Et en octobre 2016, après les examens IRM, on m'a annoncé une endométriose pelvienne profonde avec la présence de 2 kystes endométriosiques de 35 et 17 mm et une atteinte des ligaments utérosacrés et du utérus. Et mon déclenchant, c'était que depuis 1 ou 2 ans, avec mon mari, on se questionnait, voilà, on aurait aimé un troisième enfant à l'époque. Et à cette période-là, je pouvais pas, j'étais en conflit parce que je me répétais qu'on ne pouvait pas accueillir un nouvel enfant dans ce monde-là. On était en pleine période d'attentats, l'état de la planète se dégradait, voilà, donc je voulais pas, j'étais pas prête à accueillir un nouvel enfant dans ce monde. Et malgré cette peur, j'avais quand même l'envie d'avoir un enfant, et puis je me suis mis la pression parce que voilà, j'avais 36 ans, je me suis dit c'est maintenant ou voilà. Et donc j'ai pas trouvé de solution, et mon corps a trouvé la solution pour moi. Il a déclenché l'endométriose. Alors grâce à quoi j'ai pu guérir, donc il y a eu une prise de conscience de mes conflits. Je comprends pourquoi mon corps a mis en place cette maladie. Comme je vous l'ai dit, ça m'a parlé tout de suite, moi, voilà, ces mots, ces questions. J'ai fait une libération émotionnelle, donc ça c'est un travail qui peut se faire avec un thérapeute. Il s'agit de laisser sortir les émotions, donc ça peut être relié aussi à l'époque, je me souviens voilà, avoir pleuré quand on a parlé des enfants de ma grand-mère qui étaient décédés. Je connaissais l'histoire, j'avais jamais pleuré pour ça auparavant, mais du coup voilà, j'ai fait remonter des émotions et sortir ces émotions, ça peut être salvateur bien souvent. En quoi c'est une solution ? Ta maladie, tu dis que c'est une solution. Comme je le disais, en fait, ça crée pas un environnement. La maladie ne crée pas un environnement pour une grossesse, en fait. Donc, moi, la solution, c'était de. Ta maladie, c'est quoi ? Elle mime quoi, ta maladie ? La douleur. Enfin, elle mime quoi, la douleur ? C'est la dyspnée qui se déplace. Ouais. Ailleurs dans ton corps. Oui, c'est parce que j'aurais voulu avoir un enfant, mais pas dans ce monde-là. C'est ce que j'ai dit. Et donc tu aurais voulu, non, tu l'aurais pas dit, mais comme ça à la fin. Tu aurais voulu l'accueillir ailleurs, mais dans un autre monde imaginaire. Ouais. Il s'est déplacé de l'utérus vers d'autres zones du corps. C'est ça, le foyer, être ailleurs. Oui. Mais pour d'autres femmes, ça peut être ne pas réussir à avoir d'enfants parce que ça peut poser d'autres problèmes. Et après, d'autres problématiques. Voilà. Donc là, j'ai trouvé aussi une solution à mon conflit. C'était ma solution, elle s'est trouvée naturellement, c'était de dépasser mon envie d'avoir un enfant en me consacrant à un autre projet. Voilà, en l'occurrence celui de devenir naturopathe. Ça s'est fait comme ça. Et pourquoi je parle de guérison instantanée ? Parce que ça, c'est vraiment incroyable quand on le raconte. Par rapport aux douleurs que j'ai pu avoir, j'ai des analyses qui prouvent bien que j'avais 2 kystes et une atteinte profonde quand même. Suite aux propositions de traitement de ma gynécologue que j'ai refusées, et suite à la prise de conscience, comme je vous le disais, du conflit, les règles suivantes, elles ont cessé d'être douloureuses. Mais quand je dis cesser, c'est qu'aujourd'hui, j'ai jamais eu des règles aussi agréables de ma vie, en fait. Puisque je vous disais que j'ai toujours souffert de mes règles, donc il y avait déjà un programme qui était là. Ensuite, il y a eu le déclencheur, mais le mois qui a suivi cette prise de conscience, les douleurs ont complètement disparu. J'ai eu l'impression d'évacuer aussi des choses. J'ai retrouvé des choses qui pouvaient ressembler à des petits fragments, pourquoi pas de kystes en fait. Donc mon corps a fait le travail de nettoyage, puisque j'ai un examen qui le prouve en 2018, où j'ai des ovaires complètement normaux, il n'y a plus de présence de kystes, j'ai plus de douleur, même au niveau du ligament utérosacré qui me faisait souffrir régulièrement. Voilà. Et donc, il faut comprendre que le cerveau, il est capable de mettre en place une maladie pour
nous trouver une solution, mais il est capable aussi du processus inverse. Dès lors qu'on a pu le conflit, le corps va mettre en place un nettoyage. Voilà. Merci. De rien. Merci à vous de m'avoir écouté.